que ça a réussi. Mes collègues d'avant, ils se sont retrouvés un peu chez le Diplodocus. Ils sont revenus, mais là, on a fait un réglage. On est pile aujourd'hui, le 14 mars, avril 2018. Parce que on nous a dit dans l'histoire, vous savez que nous, en 1968, on regarde beaucoup d'histoires des temps d'aujourd'hui. On nous a dit que c'était un moment assez emblématique de la mobilisation pour éviter la cata climatique. Et comme nous, en 2068, on vit bien, il fait plus de degrés, mais quand même, ça va assez bien, c'est grâce à vous. Et donc, on s'est dit, quand la Smart va être au point, on va revenir en arrière et on va aller voir des gens qui se mobilisent contre la cata climatique pour leur dire merci. Donc voilà, je viens vous dire merci. Les coups. Merci à vous. Alors, il y a un petit problème, c'est que la Smart, la super machine à remonter le temps, elle n'est pas tout à fait au point et elle va s'arrêter dans une demi-heure. Enfin, dans une demi-heure, en gros, elle est juste derrière, elle va fumer et elle va s'en aller. Si je ne monte pas dedans, alors je vous aime beaucoup, mais j'ai quand même des choses à faire là-bas en 2068, j'ai mes petits-fils, tout ça. Donc je vais quand même avoir qu'une demi-heure avec vous. Et en une demi-heure, quand même, pour vous dire merci, on va essayer de. Avec les collègues, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait expliquer aux gens en 2018 pour les encourager, quoi, hein, qui continuent. Et en fait, comme nous, avec le recul de 50 ans, on a un peu d'ironie sur la situation d'aujourd'hui, enfin d'hier, de vous, enfin voilà, de 2018, on s'est dit qu'on pourrait vous présenter un peu la vision qu'on a du monde, de ce qu'on appelle les pétropholies, donc le monde un peu fou de l'époque, ce qu'on appelle maintenant, alors il y a une discipline qui s'appelle l'histoire postmoderne. Donc ça, je l'ai révisé avec mon petit-fils pour le bac 2068, c'est bientôt. Le bac, c'est le brevet d'aptitude communautaire. Hein. L'histoire postmoderne, c'est quoi, F5 comme espéranto, donc c'est très important. Je suis très content de bien réviser le bac, donc c'est tout ça dans ma tête. Et en histoire postmoderne, on explique que, alors, normalement, il y a une fresque historique que j'ai un petit peu oubliée dans mes affaires, mais vous allez la deviner. On explique que la période 2010-2018 jusqu'en 2029, en fait. 2029, c'est la grande crise économique où les gangsters se sont retrouvés en slip et on a pu, nous, survivre avec nos monnaies complémentaires et puis c'était la grande libération. Mais jusque-là, on parle du médiocrage. C'est un âge très médiocre. Hein. Alors, si je n'avais pas oublié mes photos, vous nous verriez un peu facile. Pardon. Oui, enfin, voilà, c'est aujourd'hui. Donc le médiocrage, on en sort. On en sort en 2029 avec, on arrive à l'âge de la renaissance, je ne sais plus, il y a un nom que j'ai oublié, la résonnaissance. Voilà. Et donc, est-ce que ça vous dit qu'en une demi-heure, moins 5 minutes, je vous présente la vision de 2068 sur le 2018 ? Oui. Alors en fait, j'ai un système ultra technique dans la Smart. Je crois que c'est le on. Hein. Ah, c'est le. Ah oui, c'est le. Il va falloir attendre qu'il y ait le clinique. Bon, le système ultra technique ne va pas tarder à s'épanouir. Il y a quelqu'un qui surveille, non ? On n'a rien dessus. En fait, c'est que j'ai plus l'habitude des technologies. Donc, on essaie d'expliquer le monde un peu fou, quand même, dans lequel on est, à partir de quelque chose de simple. Ceci. Qu'est-ce que vous voyez ? Une peau de bête. Une tortue de bas, mais sans c'est quand même des images pédagogiques dans 60 ans. C'est une pétromarmite. Une marmite à pétrole. Donc, je vais la mettre là, hein, mais après je la réadapterai. Donc cette pétromarmite, avec son pétrocouvercle, elle est très intéressante. Parce que si on parle de marmite dedans, c'est qu'on a, en fait, on a eu cette idée de parler de marmite parce qu'on s'est référé à un personnage historique très célèbre, en tout cas en 2068, et je crois que 2018 aussi, c'est Astérix. Merci beaucoup. Astérix, ça vous dit quelque chose ? Astérix, il boit quoi ? Il boit la potion magique. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier, la potion magique d'Astérix ? Elle rend très très fort. Et bien nous, en fait, les gens du médiocrage, hein, nous, vous, on se rend compte que dans la pétro-marmite, il y a de la pétro-potion magique. Et vous savez pourquoi on dit ça ? Là, c'est 1 litre d'essence. Donc c'est du pétrole un petit peu raffiné. Quelle est la force dans 1 litre d'essence ? En quoi ? Dans 1 litre d'essence. Alors on va l'exprimer, excusez-moi, je suis avec des scientifiques, on va l'exprimer en paire de gros bras musclés pendant 8 heures. Problématique de paire de gros bras musclés pendant 8 heures dans 1 litre d'essence.
en 2018. Attends, une canette de pétrole, c'est 30. 20 cyclistes et une canette. Du coup, un litre, c'est Dans un litre 60 d'essence, il cyclistes. y aurait 12 paires de bras musclés. Non, plus. 100. Du coup, c'est plutôt 200, quoi. 2068. Et si vous voulez le passer, C'est 20 km pendant une heure. 1 km/h, c'est 20 km/h pendant une heure. C'était plus l'équivalent entre une canette et 20 cyclistes pendant une heure. Mais là, il faut pendant 8 heures, donc après, faut que tu quand même. Ah, mais C'est 63 litres, donc ça fait 500 en c'est fait. 200 divisé par 8. Ça fait 500 cyclistes. 500 cyclistes, mais pendant... Bon, c'est le bac blanc. 80. Ouais, La réponse, c'est ça. 100. Ok, d'accord. Il y a 100 paires de gros bras musclés pendant 8 heures. Dans 1 litre d'essence de pétrole. Vous imaginez la force que c'est? Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, l'homme occidental, l'homme à l'ouest, très à l'ouest même, avec cette force extraordinaire? Est-ce qu'on a fait quelque chose d'utile, finalement? Je regarde bien, là. C'est facile pour moi, j'ai un recul historique, mais même déjà aujourd'hui, en regardant un peu de ce promontoire élancé, est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'on en a fait? Il y a eu des choses utiles, hein, il y a quand même des bâtiments, des hôpitaux, des choses utiles. Mais vous voyez ce qu'on garde, hein, quand même. Les images qui sont les plus significatives pour nous, les gens de 2068, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Facebook, le vieux Facebook, il y a toutes les archives. Je sais pas si vous voyez quoi, là. C'est tout. Ouais, en fait, c'est un peu la grande folie des autoroutes, où il y a des espèces de grosses caisses de métal d'une tonne qui transportent 50 kg de viande ou 80 kg de viande, donc le chauffeur, sur 500 mètres pendant 2 heures, sans très bien savoir pourquoi, ni où. Donc c'est un peu dommage. Alors il y a cette image qu'on aime beaucoup, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est une photo qui a été prise en 1980, donc il y a très longtemps. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un camion de tomates qui va en Espagne, un camion d'Espagne qui va en France et qui se tape dedans. Ouais, un camion de tomates des Pays-Bas qui collisionne un camion de tomates d'Espagne, et ça fait du coulis de tomates sur la chaussée. Ça fait à peu près les mêmes tomates qui vont faire des milliers de kilomètres pour l'heure. S'il y avait pas eu l'accident, on n'en aurait rien su. Donc dernière image qui me fait beaucoup rigoler. Ça c'est pareil, hein, c'est pris sur des archives photographiques. Vous voyez quoi là? Certes. Saga des yaourts. 5000 km par pot de yaourt entre l'emballage, le couvercle, l'ingrédient, les machins qui donnent du goût, tout ça. Est-ce que vraiment il y a besoin de 5000 km pour un pot de yaourt? Voilà. Ça, vous voyez, c'est une petite idée d'image qui illustre ce qu'on appelle les pétropholies. Donc, voilà, les pétropholies, c'est que quand même, l'homme occidental très à l'ouest du médiocre âge, il y a 50 ans, donc en 2018, il était un peu baigné dans les pétropholies. Alors quand vous expliquez ça à des jeunes qui sont nés après les années 40, 2040, hein, je veux dire, donc des jeunes quoi, comme mes petits-fils, vous leur dites, ils vous posent la question, mais Pépé, pourquoi, alors que vous étiez soi-disant si intelligent, vous avez fait tellement de pétropholie avec votre intelligence? Qu'est-ce qu'on répond, nous, aux petits-enfants de 2068, face à cette manifeste pétrofolie collective? Vous n'avez pas une idée? On répond quand même, hein, parce que je suis concerné. Alors on leur explique qu'on était un peu malade. C'était une période un peu malade. Et qu'en fait, ça c'est une photo que je trouve très intéressante. Ah merde, il manque un. Il va falloir une pince à linge de secours. C'est une photo d'un homme occidentaliste de l'époque, donc de votre époque, hein, d'aujourd'hui. Vous reconnaissez quoi? Quel était l'état d'esprit un peu maladif de l'homme occidentaliste 2018, en plein médiocrage? C'est quelqu'un qui a un taux d'actualisation. Un taux d'actualisation. Je n'ai pas compris, mais on débriefera. Ah, les drogués, d'accord. C'est une métablague. Je vais être obligé de la mettre comme ça et accrocher les noms disparus. Voilà, comme ça marche. Vous voyez à peu près. En fait, la maladie de l'homo occidentaliste en 2018, enfin dans médiocrage, c'est qu'il était accro. Mais accro à quoi? Ouais, accro au pétrole. Il était pétro-shooté tous les soirs, il lui fallait son injection. Il était vraiment gravement pétro-accro. Et ça l'amenait. Alors d'abord, quand on parle de toxicomanie et d'accro, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de morale. Surtout en 2068, on a un peu réglé nos histoires de spatial gâteau et de choses comme ça. On est quand même beaucoup moins dogmatique et moraliste qu'en 2018. Et donc voilà, être accro, ben, ça arrive quoi. On a chacun nos substances pour montrer qu'on se prend pas au sérieux. En fait, cet homo machin, c'est moi. À l'époque, voilà. Mais on était quand même gravement accro au pétrole et à certains dérivés du pétrole. Par exemple, ce dérivé-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Ah oui, c'est vrai.
Oh, c'est un vieux modèle des années 2000 à peu près, mais c'est quand même un modèle assez impressionnant. C'est vraiment un objet dont on s'est finalement débarrassé avec la fin des high-tech et l'âge des low-tech, mais c'était quand même assez effrayant. En fait, c'est toute une histoire d'écran. On est vraiment écran shooté, hein, que ce soit la machine à laver l'espace de cerveau disponible, que ce soit un écran connecté à ce qu'on veut, hein, mais ça lave bien le cerveau. Il y a une autre addiction assez majeure, c'est celle-ci. Vous voyez quoi là? Ah ouais. C'est quoi comme maladie? Consommer, c'est la santé. Ah ouais, c'est la consomme-addiction. Très très grave. On le remplit tous les samedis, on en utilise plus ou moins la moitié, et puis on jette l'autre moitié, on le remplit le samedi d'après. C'est quand même assez inutile. Alors une dernière addiction qu'on trouve assez intéressante, parce qu'elle est vraiment typique du médiocrage, c'est celle-ci. Quand même, à quoi ça sert de faire des lignes à grande vitesse qui font gagner un quart d'heure sur 300 km? Ce quart d'heure qu'on perd en faisant la queue pour aller à la gare, pour monter dans le train, parce qu'il y a une panne. 7 milliards. Ah, en plus. Donc voilà. Alors, évidemment, en 2018, si on commençait un peu à la critiquer, mais c'est pas toujours facile avant. Donc voilà, quand je montre ça à mes petits-enfants, ils me disent « Ouais, Pépé, on comprend, t'étais quand même gravement pétro-shooté, hein, toi et tes copains, mais c'est pas une raison, parce que moi, ton petit-fils, quand tu me dis d'arrêter le chocolat, j'y arrive. Alors moi, qui ai 10 ans, j'ai pu arrêter le chocolat, pourquoi toi, t'as pas pu arrêter le pétrole ?» Qu'est-ce que je réponds à mon petit-fils? Pourquoi notre pétro-toxicomanie a été aussi dure à lâcher? Parce qu'il y a 4 phases. Excellent. Alors, on va aller assez vite à la phase essentielle. En fait, je lui explique, c'est ce qui est d'ailleurs dans les livres d'histoire postmoderne, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle la pétropagande. Vous savez ce que c'est, la pétropagande? La pétropagande, c'est terrible. C'est une sur-machine à laver l'espace de cerveau disponible, qui est partout, et qui, tous les jours, tous les soirs, hein, c'est quand même TF merde, 17 millions de cerveaux lavés tous les soirs, arrive à dire, bah voilà... Elle dit plein de choses qui poussent à consommer. Et en particulier, le mot mensonge, l'énorme mensonge le plus fort de la consopagande, la pétropagande, on le résume avec cette icône que vous allez très certainement un petit peu élucider. Qu'est-ce que vous voyez là? Une grenouille spéciale. Qui va être plus grosse que le bœuf. Wow, trop fort. C'est presque ça. En fait, effectivement, c'est ce qu'on appelle un grenouille-bœuf. Un grenouille-bœuf, vous voyez, il a les apanages de la grenouille et un peu quelques apanages bovidés avec la queue. Mais surtout, ici, là, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Il a les pieds. Les pieds. Parce que c'est vraiment un socle de grenouille. C'est un ballon. Et ouais, parce que la grenouille, le grenouille-bœuf, il ne veut pas être aussi grosse que le bœuf. Il veut être toujours plus grosse que toujours plus de bœuf. Là, il y a un moment, ça ne va pas le faire. Quand c'est un ballon, ça risque d'éclater. Quel est le mot mensonge qui va avec le grenouille-bœuf? Ouais, le gros mensonge de la croissance. Comment vous avez deviné? Alors c'est presque ça. Mais ce mot, en fait, il vient du cri du grenouille-bœuf le soir au fond des machines à laver l'espace de cerveau disponible. Quel est le cri du grenouille-bœuf? Croix-croissance. Vous êtes trop fort. Voilà, la croix-croissance, l'énorme mensonge de la pétropagande. Tous les soirs, 17 millions de cerveaux lavés qui croient à la croix-croissance. Et mon petit-fils, il me dit, mais Pépé, tu as cru à la croix-croissance? Je lui dis, bah, fallait bien, ils étaient convaincants. Et donc, je me suis fait avoir, comme tout le monde. Donc, vraiment, pas de mépris, pas de méchanceté vis-à-vis de mes congénères d'il y a 60 ans, en 2018. On était tous pareils. Alors, ça explique un peu des choses à mon petit-fils. Il me dit, mais quand même, Pépé, il n'y a pas de raison. Moi aussi, ça suffit pas, la croix-croissance, tout ça. Vous auriez quand même pu vous en sortir. Et d'abord, qui c'est qui était derrière la machine à laver l'espace de cerveau disponible? Hein, parce que c'est un peu ça. S'il y a de la pétro-addiction, c'est qu'il y a des pétro-dealers. Et les pétro-dealers, ils ont intérêt à ce qu'on pétro-consomme pour qu'ils se fassent des pétro-pépettes dans leur pétro-poche. Logiquement. Et alors ça, c'est la question un peu essentielle. Qui étaient les pétro-dealers? Ouais, c'est un petit peu... Vous avez une idée, non? Pardon? Les pétro-texans? Pétro-texans, ouais. Alors, il y a un terme générique en histoire postmoderne. Déjà, je vous présente un peu son image un peu rapide. On les appelle les crates. Les crates, c'est ceux qui ont le pouvoir, enfin, qui ont pris un pouvoir qu'on ne leur a laissé, parce qu'après tout, on n'était pas obligé. Et donc, à côté de la... Alors, les crates, il faut bien comprendre qu'ils sont très, très malades. Hein. Bon, d'abord, c'est les consocrates, les pétrocrates, les bétonocrates, les éconocrates, les médiacrates, enfin, voilà. Un espace de domination, vous rajoutez crate et vous avez le dominant qui est derrière. Les crates,
ils étaient en fait terriblement accros. Non seulement pétro-accros comme tout le monde, mais en plus, ils étaient accros à des objets un petit peu gênants, un petit peu dangereux, que je vais retrouver ici. Et je suis sûr que vous allez deviner. À quoi les crates étaient-ils accros en plus du pétrole et des pétropholies que je vous ai montrées? Ouais. Ils étaient fricomaniaques. Gravement fricomaniaques. C'est sûr. Et puis... Pardon? Pouvoir. Bon, on va le symboliser par cette caméra. Ils aimaient bien être vus. Voilà. Donc une caméra braquée sur eux, ça leur faisait grand plaisir. Bon voilà, ça c'était un peu le souci. Alors, je vais maintenant pouvoir vous introduire, parce que mon petit-fils, il me dit, bon d'accord, alors les pétrodealers, ils vous infligeaient de la pétropagande tous les soirs dans les machines à laver l'espace de cerveau disponible. Mais qu'est-ce qu'il disait exactement? Quel était le deuxième mot mensonge extraordinaire qui a été tellement efficace pendant des décennies et qui nous ont fait tourner dans les pétropholies? Vous avez une idée du deuxième mot énormément mensonger que la pétropagande nous délivrait? Pardon? Ouais, pas mal. La dette? Ah, la dette, ouais. Mais on va y venir après. Non, mais un mot choc, là, qui sort tous les soirs, là. Pernod. Ouais. Le pétrorisme. Alors c'est un mot qui a l'air positif, hein. C'est comme croix-croissance. Croix-croissance, on en veut. Alors bien sûr, déjà, croix-croissance, c'est ridicule. Vous voyez bien que si une pâquerette, elle croix-croix sans s'arrêter, elle devient pas pâquerette. Et puis à la fin, elle devient baobab, et puis on s'en sort pas. Donc, heureusement que la croix-croissance, c'est seulement dans la tête des pétromaniaques, et que c'est pas en vrai. Par contre, c'est un peu salopé la planète. Alors ce deuxième mot mensonge, vous allez le deviner grâce à cette autre image emblématique. Vous voyez quoi? Ah, vous êtes trop fort, la concompétition. Alors c'est aussi bête, c'est même peut-être plus bête que la croix-croissance. La concompétition, c'est faire croire que l'homme est toujours en guerre permanente contre son voisin, son frère, son collègue, depuis tout petit à l'école, il faut être le premier, au boulot, il faut avoir les meilleurs objectifs. Tout le temps, on nous fait croire que le seul moteur de l'être humain, c'est de se bagarrer avec les autres. Donc en gros, ça donne ça, hein. Ça donne cette image-là. Alors c'est la baston, hein, il faut se battre, et puis il faut que ça soit joyeux. Comme ça, c'est la bastouze. La bastouze. Voilà, l'emblème de la société du médiocrage en 2018, c'était de se taper dessus, et donc on a été très fiers. Alors, il faut bien comprendre que croissance et concompétition sont les deux mamamelles du pépétrosystème. C'est vraiment la base de l'aliénation. Alors, je veux quand même bien rappeler que derrière le mot joyeux de concompétition, il y a ça, hein, parce que bien sûr, on ne parle jamais des blessés de la guerre économique, ou des morts de la guerre économique, des milliers de personnes qui se noient dans la Méditerranée pour venir ici, ou les millions de chômeurs qui sont plus ou moins déprimés ou suicidaires. Donc la vraie concompétition, c'est ça. Hein, c'est un grand massacre humain, un grand gâchis humain. Et on va venir maintenant, parce que je crois que ma smart commence à... Il est où le monsieur qui regarde la smart, ça? Il me reste combien de temps? Il te reste 14 minutes. 14 minutes, c'est bon. Elle ne partira pas sans moi. On va parler maintenant, donc, dans un autre chapitre, on a vu les pétropholies. Hein, en sachant que les pétropholies s'expliquaient par les pétroaddictions et la pétropagande. Et maintenant, alors, pour les besoins de l'explication, mais je reviendrai, si vous le souhaitez, pour finir la conférence gesticulée, quand la smart sera plus adaptée. On va parler des pétrochonneries. Alors, qu'est-ce que c'est que des pétrochonneries? Des pétrocosmétiques. Ah, ça pourrait. Les pétrochonneries, c'est les dégâts, les déchets amenés par les pétropholies, les années folles du pétrole et la pétroconsommation. Alors, à quoi on peut penser quand on parle de pétrochonnerie? N'hésitez pas, hein, parce que franchement, c'est pour vous, hein, le bac, moi, je l'ai déjà. Sac plastique. Ouais, donc en gros, tout ce qui est pollution. Donc ça, c'est une pétrochonnerie majeure. Hein. Si elle appelle... Alors, ce qui est d'assez intéressant, peut-être enlever, parce que ça devient confus, c'est que les pétrochonneries, on appelle ça aussi maintenant, on a un peu de recul, on appelle ça des dettes. Hein, on avait parlé de la dette. Vous savez pourquoi on appelle ça des dettes? Des pétrodettes. Parce que c'est ça les vraies dettes. Hein. On nous a beaucoup bassinés en plein médiocrage avec la fausse dette publique, qui soi-disant était de notre faute, alors que c'est les banksters qui l'avaient installée pour eux, pour se faire des pétropépettes et des dettes faites en permanence. Mais la vraie dette, c'est pas l'argent des banksters qui se prêtent à eux-mêmes et qui nous obligent à rembourser. C'est les vrais. Une dette, c'est vraiment ce qu'on doit payer pendant longtemps. Et les vraies dettes, donc les pétrochonneries, c'est des vraies dettes parce que mes petits-enfants, ils les voient tous les jours.
Donc ça encore, ça encore ça va. Hein. Dans 2029, donc la grande crise économique, la fin du pétrosystème, et puis on a commencé à nettoyer, donc le 7e continent de plastique est nettoyé. Donc il y a quand même des choses qui vont mieux, même s'il fait chaud. Par contre, il y a d'autres dettes qu'on ne pourra pas réparer, et qui sont aussi des autres dettes. Donc ça, c'est la polludette. Et il y a une autre dette que vous allez peut-être m'aider à retrouver. Pardon ? La biodiversité, trop fort. Alors, un des emblèmes de la biodiversité, normalement j'avais un animal tout blanc, mais je l'ai perdu, ça tombe bien, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il était un peu éculé. Donc ceci. Vous voyez quoi ? Ouais. En plus, c'est un animal intéressant parce qu'il est emblématique de ce qu'on a, je crois que vous avez vu aujourd'hui en parlant du déni, donc qui a une forme d'autruchisme. Ben, l'autruche a disparu en 2029 aussi. Pas de chance. Voilà. Donc, alors, on peut voir ça avec un peu d'ironie, parce que si l'autruche a disparu, en même temps, les comportements d'autruche aussi, mais c'est quand même un capital génétique, un animal, enfin bref, un maillon du vivant qui disparaît, c'est pas très très drôle. Mais il y a une troisième dette, une troisième pétrochonie, une troisième dette qui est la plus grave de toutes, et qu'on essaie d'expliquer, et qu'on a bien su expliquer grâce à vous d'ailleurs en 2018 et plus tard. C'est laquelle ? La climatodette. Extraordinaire. Alors, la climatodette, pour l'expliquer, bah ouais, bien trop fort. Pour expliquer ça aux gens, donc à mon petit-fils ou à d'autres gens, on utilise un momètre. Vous savez ce que c'est qu'un momètre ? Non, ça vous dit pas ? Alors, je vais tirer ça aussi. Un momètre, je vais vous souffler un peu. Hein. Un momètre, si on lui met ça dessous, ça fait un thermomètre. C'est un peu facile, hein. Les blagues foireuses, en général, je les garde. Parce qu'elles me font marrer, puis je suis là un peu pour ça aussi. Alors, si je vous parle d'un momètre sur une terre, c'est parce qu'au-dessus de la terre et de son momètre, on va avoir cette institution. On parle de quoi, là ? Le soleil. La terre et le soleil. Et quelle relation subtile y a-t-il entre la terre et le soleil ? Pardon ? J'ai pas compris. Mais oui, mais exactement. Sauf que, ça c'est un terme très compliqué, et vraiment, vous savez que si on a gagné la bataille climatique, hein, vous le savez parce que vous êtes là pour ça aujourd'hui, c'est qu'on a cherché des façons de le rendre plus accessible. Et finalement, hein, je crois qu'on parlait de gaz à effet de serre, c'est ça ? Alors on va reprendre ça différemment. Parce que si vous regardez bien, donc, il y a un truc quand même assez bizarre, c'est qu'ici il y a un soleil qui chauffe beaucoup, et pourtant là sur la Terre, ici il ne fait pas trop chaud, et là il ne fait pas trop froid. Alors que sur une planète normale, un bout de caillou dans l'espace normal, ici il va faire très 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 chaud, et de l'autre côté il va faire très 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 froid. Qu'est-ce qui fait que sur la Terre, il ne fait pas si trop chaud et pas si trop froid ? L'atmosphère. Et comment on pourrait imaginer l'atmosphère ? Comment on pourrait l'expliquer aux gens ? Ouais. C'est ce qu'on appelle une gaz couette. Parce que, effectivement, c'est une couette de gaz qui permet de se sentir bien. Et vous savez que la Terre, c'est exceptionnel. C'est un habitat exceptionnel. Il fait vraiment pas si trop chaud et pas si trop froid. Donc jusque-là, tout va à peu près bien. On est à la bonne température, la Terre se déroule doucement et la vie vit son vécu. Le problème, c'est quoi ? Ouais. Mais ça vient d'où ? Le problème, il vient d'où ? Des pétropholiques. Et ouais, il vient de la pétromarmite. Alors je vais vous présenter une pétromarmite en coupe, juste à côté. Ça va, vous la voyez ? C'est plausible ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je n'ai pas vraiment trouvé ma fresque historique, mais on va dire que là, vous voyez 1850, 1900, donc début du médiocrage, des pétropholies, tout ça. Quel était le discours de la pétropagande à partir de la découverte des facilités du pétrole et de sa forte capacité énergétique? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les pétrodealers, à l'époque? Vous vous souvenez pas? C'est pas cher. Ouais, mais ils ont dit quoi, du coup? Bah, allez-y, pétro consommé. Ouais, pétro-consommé. Hein, pétro-sifflé, la pétro-marmite, parce que nous, ça nous fait les pétro. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de 1900 à... Attendez, que je dise pas de bêtises. 2000. 1900 à 2000. On a fait quoi? On a sifflé la première couche de pétro-marmite, le premier tiers. Et alors, bon, ça a l'air anodin comme ça, mais si on regarde bien attentivement à l'intérieur de ce premier tiers de pétro-marmite, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve?
Ah, excusez-moi. C'est des crochets de l'an 2000. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Une pétrogascouette. Donc sur la gascouette normale de la Terre, il y a une pétrogascouette qui se rajoute. Qu'est-ce que ça fait une pétrogascouette de plus? Ça fait chaud, hein? Alors, 1 degré, bien sûr, il y a toujours des petits rigolos qui vont dire 2 degrés, pas grave, j'enlève le pull. Hein, si on pense au réchauffement, mais ce n'est pas de réchauffement qu'il s'agit, il s'agit de dérèglement climatique. 1 degré, ça fait ça. Ça, c'est beaucoup, hein, ça fait déjà des grosses perturbations. Déjà là, c'est ce qu'on aurait, enfin, on l'a vu déjà, on est déjà plus 1 degré, enfin vous le connaissez, hein, on est déjà là. Donc ça, c'est ce qu'on a eu du fait d'avoir pétrosifflé la pétromarmite jusqu'en 2000. Mais le problème de la pétropagande des pétrodealers, c'est quoi? Ça n'aime pas. Ben non, il faut leur dose. La dose de pétrole à tout le monde et leur dose de pétropépette. Et donc on a fait quoi de 2000 à 2029 jusqu'à la fin du pétrosystème? On a pétrosifflé la deuxième pétrocouche de la pétromarmite. Et là, si on regarde attentivement avec des grands scientifiques, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la pétrocouche? Il y a quoi? Une deuxième pétrogascouette. Mais alors ça fait quoi si je mets une deuxième pétrogascouette sur les gascouettes déjà existantes? On est à 3 gascouettes. C'est un quoi ça? Un 5, d'accord. Ça fait quoi? Encore plus chaud. Ah bah ouais. Ça fait encore plus chaud. 2 degrés, c'est ce que nous on a maintenant en 2068. Et 2 degrés, il y a toujours des couillons pour dire c'est pas grave, j'enlève le slip, je me mets en string, par exemple. Ben non, c'est pas ça, plus de degrés. C'est pas qu'il fait plus chaud globalement comme ça et qu'il suffit de s'habiller plus ou moins. C'est que ça fait des cataclysmes climatiques, des cataclymatiques encore plus grands. Ça craint beaucoup. Et on les vit. Alors bien sûr, on a adapté l'architecture, donc on est un peu préparé à ça maintenant en 2068, mais quand même, c'est pas rien. Plus, on l'a vu, les autres pétrochonneries. Mais le plus grave du plus grave, c'est quoi? On a failli Qu'est-ce qui... C'était quoi le discours de la pétropagande et des pétrodealers en 2018? Hein, Bush? Pas Bush, Trump. Pétro-Trump. Eh ben, c'est allez-y les petits gars, hein. Nous on a bien fait les pétropépettes. Forêt en Alaska, forêt en offshore. Surtout que les gaz de shit, ça marche plus bien, donc allez-y. Cramer. Parce que nous, on veut continuer à avoir des pétropépettes. Et alors, si on regarde bien à l'intérieur, il faut que j'y arrive, de la 3e pétro-couche, il y a quoi? Là, il y a une autre gascouette. Pétro-surprise. Pas de crochet. Il y a une autre pétro-gascouette. Et si elle était restée là, ça aurait pu, hein. Vous vous souvenez de la pétropagande comme ça, c'est des gaz, c'est le fond de la marmite. Alors le fond de la marmite c'est un peu dégueulasse, hein, donc il va falloir gratter. C'est des gaz de shit en fait, hein. C'est plus facile à trouver, donc on va pétrosniffer. Vous savez, il y a une image qu'on aime bien, vous connaissez les tireuses à bière, c'est un objet sympathique. Et souvent, quand on veut que ça soit un peu propre, dessous le robinet, on met une serpillière. Hein. Et en fait, si jamais le fût de bière est fini, et qu'on veut vraiment sa dose de bière, qu'est-ce qu'il reste à faire? On prend la serpillière et on descend au-dessus de son verre de bière. Et bien les pétrodealers, ils voulaient qu'on pétrosniffe la pétromoquette, la pétroserpillière. C'était grave, hein? Mais maintenant on en rigole, enfin oui, 50 ans après on en rigole, mais sur le coup pas trop. Et donc si la 3e pétrogascouette s'était installée, on aurait eu au moins plus 4 degrés, voire plus, et là. Ça aurait vraiment pas été possible. Hein. C'est pas qu'on allait enlever le string et se retrouver tous tout nus, c'est même pas ça. C'est que ça allait faire des cataclymatiques monstrueux. On s'en serait pas sorti. Ça aurait fait des ouragans de 400 km/h, y compris en Europe. Enfin bon, c'était la cata totale. Heureusement, grâce à vous, d'où le but de ma conférence, grand merci, ça ne s'est pas fait. On a réussi à laisser la dernière couche de pétromarmite, donc pétropotion magique, à la laisser dans le sol. Et ça, vraiment, je ne vous remercierai jamais assez. Enfin, nous, les gens de l'U68, on ne remerciera jamais assez. Donc vraiment, là, je vois que ma Smart, ma super machine à remonter le temps chauffe un peu, donc il va falloir que j'y aille. Mais retenez, voilà, ce message. Vous êtes merveilleux, continuez, vous allez réussir. Et quand la Smart sera au point, je viendrai vous féliciter encore plus. Au revoir.